vous savez quoi? Personne ne parle de l'enfant assis tout seul à la cantine. Tout le monde pense qu'il est juste timide. L'adulte qui refuse chaque invitation. Les gens les qualifient de bizarres, difficiles, asociaux. La personne qui préfère sincèrement sa propre compagnie. La société agit comme s'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond chez eux. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Ce solitaire n'a pas décidé un jour, tiens, je vais rester seul pour toujours. Cela a été programmé en eux, pas avec des abus dramatiques qui font la une des journaux, mais avec le genre silencieux, le genre normalisé, le genre qui se passe derrière des portes closes, alors que tout le monde à l'extérieur pense que votre famille est parfaitement normale. Nous vivons dans un monde obsédé par la connexion. La famille, c'est tout. Les liens du sang sont plus forts que tout. Tout le monde met en scène ses relations parfaites, comme s'il s'agissait d'une compétition. Mais que se passe-t-il quand la famille a été la chose qui vous a appris que les gens ne sont pas fiables? Que se passe-t-il quand la maison a été l'endroit où vous avez appris à devenir invisible? Personne ne veut avoir cette conversation. Trop inconfortable, trop réelle. Alors, laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble vraiment. Voici le problème avec la négligence émotionnelle. Elle est invisible. Il n'y a pas de bleu, pas de cri, pas de signes évidents que quelque chose ne va pas. Vous avez de la nourriture. Vous avez des vêtements. Vous avez un toit au-dessus de votre tête. Sur le papier, tout va bien. Mais personne ne vous demande jamais comment vous vous sentez. Personne ne prend de vos nouvelles. Personne ne remarque quand vous êtes en difficulté. Vous rentrez de l'école et votre parent est là physiquement. Mais il est sur son téléphone. Il regarde la télévision, occupé par son travail, toujours trop fatigué ou trop stressé pour s'engager réellement avec vous. Vous essayez de parler de votre journée. Il vous donne des réponses à moitié tout en fixant un écran. Vous arrêtez d'essayer après un moment parce que, à quoi bon? Vous gérez vos propres problèmes, préparez vos propres repas quand vous êtes assez grand, faites vos devoirs seuls, comprenez la vie seule, et les adultes vous félicitent d'être si mature et si indépendant. Mais vous ne vouliez pas être indépendant, vous n'aviez juste pas d'autre choix. Voici à quoi cela ressemble des années plus tard. Quelqu'un vous demande « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» Et vous vous figez parce que personne ne vous a jamais appris que vos sentiments comptaient. Personne n'a jamais modélisé comment parler des émotions. Vous avez appris tôt que votre monde intérieur est votre problème à gérer seul. Alors vous dites « Je vais bien », même quand ce n'est pas le cas, parce que vous ne savez pas faire autre chose. Vous devenez l'ami qui écoute mais ne partage jamais. Le partenaire qui soutient mais ne demande jamais de soutien. La personne qui gère tout toute seule parce que dépendre des autres semble étranger et inconfortable. Et les gens pensent que vous êtes juste réservé ou indépendant. Ils ne voient pas que vous êtes toujours cet enfant qui a appris que personne ne viendrait voir comment vous allez. Alors, vous avez cessé d'attendre que quelqu'un s'en soucie. Voici une dynamique qui brise les gens d'une manière qu'ils ne réalisent même pas avant des années plus tard. Un enfant devient le bouc émissaire, celui qui est blâmé pour tout. Les parents se disputent, d'une manière ou d'une autre. C'est à cause de quelque chose que vous avez fait. Un frère ou une sœur a fait une bêtise. Vous auriez dû les surveiller. Un parent passe une mauvaise journée. Vous êtes la raison pour laquelle il est stressé. Peu importe ce qui s'est réellement passé. L'histoire est réécrite, donc vous êtes toujours le problème. Vous renversez du jus par accident. La réponse normale d'un parent serait « Ce n'est pas grave, prends une serviette ». Vos parents répondent « Pourquoi es-tu toujours si négligent ? Est-ce que tu réfléchis avant de faire quoi que ce soit ? C'est exactement pour ça que je ne peux pas avoir de jolies choses. » Ou votre frère casse quelque chose et vous accuse. Vous dites la vérité, vous n'étiez même pas à la maison. Peu importe, vous êtes quand même puni parce que vous donnez le mauvais exemple, ou vous auriez dû l'empêcher d'une manière ou d'une autre. Vous apprenez vite. Peu importe ce que vous avez réellement fait, vous serez blâmé de toute façon. Alors, vous arrêtez de vous défendre. Vous arrêtez d'expliquer parce que cela ne changera rien. Avance rapide de 20 ans, vous êtes dans un travail de groupe. Quelqu'un dans votre équipe fait une erreur. Vous n'y êtes pour rien. Mais votre réponse immédiate est l'anxiété. Votre cerveau se dit « Comment est-ce ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et c'est là que cela se divise en deux schémas. Schéma 1. Vous vous excusez excessivement pour tout. Pardon. Désolé. Je suis désolé. Même quand vous n'avez rien fait de mal, vous prenez le blâme de manière préventive parce que peut-être que si vous vous excusez en premier, ils ne vous attaqueront pas plus fort. Vous supposez que vous êtes le problème parce que vous l'étiez toujours à la maison. Schéma 2.
Vous refusez de vous excuser pour quoi que ce soit, parce que dire « je suis désolé » ressemble à admettre que vous êtes le méchant, qu'ils ont toujours dit que vous étiez. Les excuses semblent être une preuve que vous donnez à quelqu'un que vous êtes le problème. Alors, à la place, vous vous retirez, vous devenez silencieux. Vous préférez disparaître plutôt que d'admettre une faute, parce que la faute signifiait toujours une punition. Dans les deux cas, être entouré de gens semble dangereux, parce que les gens signifient l'imprévisibilité. Les gens signifient un blâme potentiel. Les gens signifient que vous pourriez tout faire correctement, et finir quand même par être le méchant. Alors, vous vous retirez. Pas parce que vous détestez les gens, mais parce qu'être seul signifie que personne ne peut réécrire la réalité et faire de vous le mauvais. En voici une dont les gens ne parlent pas assez, la parentsification. Vous avez 8, 9, 10 ans, et vous élevez vos jeunes frères et sœurs, préparez les repas, les préparez pour l'école, aidez aux devoirs, les mettez au lit. Votre parent est là, mais il ne fonctionne pas. Peut être qu'ils sont déprimés. Peut être qu'ils sont dépendants de quelque chose. Peut être qu'ils ont juste démissionné. Alors, vous prenez le relais parce que quelqu'un doit le faire. Ou peut être qu'il n'y a pas de frères et sœurs plus jeunes, mais vous êtes le parent de votre propre parent. Écoutez leurs plaintes sur les problèmes d'adultes, gérer leurs émotions, s'assurer qu'ils vont bien, devenir leur thérapeute, alors que vous devriez être celui dont on prend soin. Vous devenez mature pour votre âge. Les adultes adorent ça chez vous. Ils vous félicitent d'être responsable, mais à l'intérieur vous êtes épuisé. Vous êtes un enfant faisant un travail d'adulte sans manuel et sans soutien. Voici à quoi cela ressemble en tant qu'adulte. Vous êtes incroyablement capable. Vous pouvez tout gérer. Facture, crise, urgence, vous maîtrisez. Vous êtes l'ami que tout le monde appelle quand ils ont besoin d'aide. Mais quand quelqu'un demande ce dont vous avez besoin, vous ne savez même pas parce que vous n'avez jamais appris à avoir des besoins. Vous avez appris à être la solution, pas le problème. Les gens essaient de se rapprocher de vous. Ils veulent vous soutenir, vous aider, être là pour vous. Et cela vous met profondément mal à l'aise. Vous ne savez pas comment recevoir. Vous savez seulement comment donner. Alors, vous gardez les gens à distance. Pas parce que vous ne vous souciez pas d'eux, mais parce que laisser quelqu'un prendre soin de vous semble faux, vulnérable, effrayant. Vous apprenez à tout faire vous-même. Et maintenant, même quand vous n'êtes pas obligé, vous ne pouvez pas vous arrêter. Être seul semble plus facile parce que seul, vous n'avez pas à naviguer dans l'inconfort d'être pris en charge. Ensuite, il y a l'extrême opposé, le parent qui ne vous laisse pas respirer. Ils lisent votre journal, vérifient votre téléphone, suivent votre localisation, contrôlent à qui vous parlez, ce que vous portez, où vous allez. Vous n'avez aucune vie privée, aucune limite, aucun sens de soi qui ne soit surveillé et contrôlé. Ils disent que c'est parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils vous protègent, parce que le monde est dangereux et qu'ils veulent juste vous garder en sécurité. Mais en réalité, ils vous étouffent. Vous n'avez pas le droit d'avoir vos propres pensées sans les expliquer, vos propres sentiments sans les justifier, votre propre vie sans rapporter chaque détail. Vous voulez aller chez un ami, 20 questions. Vous voulez fermer la porte de votre chambre. Qu'est-ce que tu caches? Et si vous essayez de poser une limite, si vous demandez de l'espace ou de l'intimité, on vous fait culpabiliser. Après tout, ce que je fais pour toi, c'est comme ça que tu me traites. J'essaie juste d'être impliqué dans ta vie. Pourquoi me repousses-tu? Vous apprenez que la proximité égale le contrôle. L'intimité égale l'étouffement. L'amour égale se perdre soi-même. Voici ce que cela crée. Vous grandissez, et à la seconde où vous avez la liberté, vous la gardez comme si votre vie en dépendait. Parce que d'une certaine manière, c'est le cas. Quelqu'un veut se rapprocher, votre système nerveux crie danger. Parce que la proximité signifie être contrôlé, être surveillé, être consumé. Alors vous gardez les gens à distance. Vous ne laissez personne s'impliquer trop dans votre vie. Vous ne partagez pas votre localisation, vos projets, vos pensées. Pas parce que vous êtes secret, parce que la vie privée ressemble à de la survie. Et être seul. Être seul signifie que personne ne peut prendre votre autonomie. Personne ne peut faire d'exigence. Personne ne peut vous faire culpabiliser d'exister en tant que votre propre personne. La solitude n'est pas l'isolement, c'est enfin pouvoir respirer. Voici une dynamique qui vous rend fou. Votre parent vous blesse, dit quelque chose de cruel, fait quelque chose de dommageable, et vous en parlez plus tard. Leur réponse: je n'ai jamais dit ça, mais ils l'ont fait. Vous vous en souvenez clairement, mot pour mot. Tu es dramatique, mais vous ne l'êtes pas. C'est arrivé. Ça a fait mal. Tu es trop sensible. C'était juste une blague.
mais ce n'était pas drôle. Et maintenant vous êtes le problème pour avoir été blessé par ça. Vous essayez d'exprimer ce que vous ressentez. Vous essayez de poser une limite. Vous essayez d'expliquer pourquoi quelque chose vous a dérangé, et c'est rejeté, minimisé, retourné contre vous. Pourquoi ramènes-tu toujours le passé? Tu dois laisser tomber les choses. Arrête d'être si émotif. Et c'est là que ça devient vraiment tordu. Ils ne s'excusent jamais, jamais, parce que dans leur esprit, ils n'ont jamais rien fait de mal. Tu fais juste toute une histoire pour rien. Alors vous apprenez que vos sentiments ne comptent pas. Votre perspective n'est pas valide. Parler de sa douleur ne cause que plus de problèmes. Vous arrêtez de parler de ce que vous ressentez. Vous arrêtez d'attendre une prise de responsabilité. Vous arrêtez de croire que votre douleur vaut la peine d'être reconnue. Avance rapide vers l'âge adulte. Quelqu'un vous blesse. Il ne s'excuse pas. Et au lieu d'aborder le problème, vous passez simplement à autre chose ou vous coupez les ponts entièrement parce que vous n'avez jamais appris le juste milieu. Vous n'avez jamais appris que les relations saines impliquent la réparation, que les gens peuvent vous blesser et l'assumer et arranger les choses. Vous avez appris que parler de la douleur est inutile. Alors, vous préférez être seul plutôt que de gérer le cycle du rejet. Vous êtes triste. Arrête de pleurer ou je vais te donner une raison de pleurer. Vous êtes anxieux. Tu es ridicule. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vous êtes en colère. Ne t'avise pas de hausser le ton avec moi. Tu es irrespectueux. Vous êtes excité. Calme-toi. Tu es trop bruyant. Chaque émotion que vous avez est fausse. Trop dramatique, trop sensible. Vous apprenez à tout supprimer, à tout garder à l'intérieur, à ne jamais laisser personne voir ce que vous ressentez réellement, parce que les sentiments sont dangereux. Les sentiments causent des conflits. Les sentiments font de vous une cible. Voici ce que cela crée. Vous devenez un adulte incapable de pleurer, incapable d'exprimer la colère sans se sentir coupable, incapable de montrer de l'excitation sans l'éteindre immédiatement, parce que vous ne savez pas être autrement. Vous ne pouvez ressentir vos sentiments que seul dans votre chambre, dans votre voiture, quand personne ne peut vous voir. Vous êtes la personne la plus sûre avec qui vous ayez jamais été. Alors, vous vous isolez, pas parce que vous voulez être seul, mais parce qu'être avec des gens signifie jouer un rôle, signifie prétendre que vous n'avez pas les émotions que vous n'avez pas le droit d'avoir. Et finalement, être seul cesse de ressembler à une cachette et commence à ressembler au seul endroit où vous pouvez être vrai. Voici le schéma. C'est dynamique, négligence émotionnelle, bouc émissaire, parensification, étouffement, rejet, suppression émotionnelle, favoritisme. Elles vous enseignent toutes les mêmes leçons. Les gens sont imprévisibles. Vos besoins ne seront pas satisfaits. Être soi-même mène au conflit ou au rejet. L'indépendance égale la survie. Alors vous vous adaptez. Vous devenez autonome. Vous apprenez à tout gérer seul. Vous arrêtez d'attendre que les gens soient là pour vous parce qu'ils ne l'ont jamais été. Et cette adaptation, elle ne disparaît pas quand vous quittez la maison. Vous la transportez dans chaque amitié, chaque relation, chaque situation sociale. Quelqu'un veut se rapprocher. Votre cerveau dit danger. Quelqu'un offre de l'aide. Votre cerveau dit que vous ne pouvez pas faire confiance. Quelqu'un essaie de connaître le vrai vous. Votre cerveau dit qu'ils l'utiliseront contre vous. Alors, vous reculez. Vous gardez vos murs levés. Vous restez en surface. Vous vous protégez. Et les gens vous qualifient de distant, froid, difficile à lire, impossible à approcher. Vous fonctionnez simplement encore à partir des schémas de survie que vous avez appris quand vous n'aviez pas d'autre choix. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Survivre à une famille toxique et s'en sortir intact de l'autre côté, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas être endommagé, c'est une force de niveau guerrier. Vous vous êtes élevé tout seul, vous êtes devenu votre propre parent, votre propre système de soutien, votre propre source de validation. Vous avez construit une identité à partir de rien, sans plan et sans aide. La plupart des gens ne font jamais ça. La plupart des gens passent leur vie entière à dépendre de la validation externe, ayant besoin de réassurance constante, s'effondrant quand les relations se terminent. Mais vous savez, vous pouvez tout gérer seul, parce que vous avez déjà survécu à pire. C'est un pouvoir que la plupart des gens n'auront jamais. Vous pouvez perdre un emploi, une relation, un groupe d'amis, et vous survivrez. Vous le faites toujours parce que vous savez comment rester debout seul. Vous savez comment reconstruire. Ce n'est pas triste. Ce n'est pas quelque chose à réparer. C'est une force qui a eu un coup. Mais c'est quand même une force, vous savez, au plus profond de vos os, que vous pouvez gérer tout ce qui arrive. Ce n'est pas quelque chose pour quoi s'excuser. Ce n'est pas quelque chose à compenser par une vulnérabilité forcée. C'est une force rare que la plupart des gens ne développeront jamais parce qu'ils n'ont jamais eu à le faire.
Vous vous êtes construit quand personne d'autre ne le voulait. Vous êtes devenu entier, sans avoir besoin de personne pour vous compléter. Vous avez compris comment tenir debout quand tout le monde avait besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Et oui, peut-être que cela signifie que vous n'avez pas besoin des gens, comme la société dit que vous le devriez. Peut-être que cela signifie que la connexion semble optionnelle au lieu d'essentielle. Peut-être que cela signifie que vous êtes sincèrement satisfait seul. C'est du pouvoir, c'est de la liberté. C'est à ça que ressemble la survie quand vous gagnez. Vous avez survécu à une famille qui ne vous a pas donné de sécurité. Vous vous êtes adapté. Vous avez évolué. Vous avez transformé le traumatisme en une compétence de vie qui fonctionne réellement. Ce ne sont pas des dégâts, c'est de la maîtrise. La société veut que tout le monde soit pareil. Ouvert, confiant, constamment connecté. Et ils pathologisent quiconque fonctionne différemment. Mais voici le truc, leur façon n'est pas supérieure, c'est juste commun. Vous, choisissant la solitude, ce n'est pas un déficit, c'est un système d'exploitation différent. Un qui fonctionne sur l'autonomie au lieu de la validation externe. Un qui valorise la paix plutôt que la performance. Un qui protège ce qui compte au lieu de donner accès à tout le monde. Vous ne devez à personne une explication sur votre façon de vivre. Vous ne devez de vulnérabilité à personne, juste parce qu'il pense que vous devriez être plus ouvert. Vous ne devez à personne l'accès à votre monde intérieur. Vous avez construit ce monde vous-même. Vous décidez qui y entre. Et si la réponse est personne ou très peu de gens, ce n'est pas triste. Ce sont des limites. Ce sont des standards. C'est du respect de soi. Les gens qui n'ont jamais eu à se protéger ne comprendront jamais pourquoi vous gardez votre paix si férocement. Et c'est très bien. Leur opinion ne compte pas de toute façon. Vous savez à quoi vous avez survécu. Vous savez ce que vous avez construit. Vous savez ce que vous protégez. Et c'est suffisant. Si vous connaissez un solitaire qui a besoin d'entendre ça, partagez-le avec lui. Protégez votre paix. Faites confiance à votre parcours. Et souvenez-vous, vous n'avez pas tort. Vous êtes juste construit pour quelque chose de différent.